Bon, maintenant, nous allons parler. C'est bizarre que je parle de ma vie sexuelle et de mes organes devant une des personnes que j'estime le plus au monde. Alors... C'est très sain, au contraire. Je ne pense pas qu'en France, vous pourriez le faire. Non? Non. On pourrait pas Les Français sont un peu cul serrés pour rester dans la même région. Mais vous avez écrit avec Alain Finkielkraut le Nouveau désordre amoureux, où vous avez justement attaqué le puritanisme, Oui. notre société sur le sexe, sur la chose du sexe. Donc, écoutez, j'ai lu ça attentivement, ce livre-là, à l'époque. Donc, j'en parle. Mon papa, il va bien, alors je suis de bonne humeur. Pascal Bruckner est un intellectuel que j'apprécie particulièrement. Régulièrement, il arrive avec un livre où, comme on dit en bon québécois, il met le doigt sur le bobo, c'est-à-dire qu'il parle d'un phénomène social de notre époque, qui en dit long sur notre époque. Il ne fait pas seulement que dénoncer, ce ne sont pas des pamphlets, ce sont des livres de réflexion. Il dit, bon, par exemple, son avant-dernier livre s'intitulait « Le sacre des pantoufles » et il parlait de ces gens-là qui, après la pandémie, ont décidé de rester chez soi, n'allaient plus au restaurant, se faisaient venir de la nourriture à la maison, n'allaient plus au cinéma, regarder des films en téléchargement et ne voulaient même pas se pointer au bureau et restaient à la maison en pantoufles pour faire du télétravail. Et ils se demandaient pourquoi, ça vient d'où? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est pas seulement des pamphlets pour dénoncer, c'est toujours pour essayer de gratter le bobo et de voir les tenants et les aboutissants de ce phénomène social-là. Son dernier livre, « Je souffre donc, je suis ». Alors, portrait de la victime en héros. Nous sommes bien sûr dans une société de victimisation. Tout le monde est une victime. Je souffre donc, je suis. Ça vient d'où? Pourquoi? Il est avec nous. Je suis très content de recevoir en studio. Pascal Bruckner, bonjour. Bonjour. Je souffre donc je suis. Ça vient d'où, ça? Comment ça se fait qu'on est rendu où maintenant on ne sacralise plus le héros, mais on sacralise la victime. Et plus on est victime, plus on devient un héros aux yeux des gens. Oui, il y a un désir d'être victime aujourd'hui. C'est cet état-là qui autrefois était très mal vu, parce que les gens ne voulaient pas qu'on les plaigne ou qu'on les regarde avec compassion. Cet état-là est devenu l'état que tout le monde souhaite atteindre, parce que si vous pouvez être décrété une victime, vous avez tous les droits. Et vous échappez aux devoirs des êtres humains ordinaires. Alors d'où ça vient? Ça vient d'après la guerre. Je pense, d'une part, la souffrance juive après la Shoah a été érigée en exemple, en modèle sur lequel tout le monde veut s'aligner. Ça vient aussi de ce qu'à partir de 1945, la difficulté à vivre, qui avait été en quelque sorte la règle pour nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres, s'est petit à petit émoussé dans la société du confort, dans la société de consommation. Et ma génération est la première qui a goûté à toutes les joies des Trente Glorieuses, de la vie facile, des maladies qui sont guéries par la médecine. Et donc, il y a une allergie à la contrariété, à la maladie, au deuil, au chagrin, qui s'est développée petit à petit. Et puis, le troisième élément, c'est que dans les sociétés démocratiques, les promesses sont tellement élevées, on nous promet la prospérité, on nous promet le bonheur, l'accomplissement, l'épanouissement, la richesse, que l'insatisfaction est en quelque sorte le corollaire de cette promesse qui ne peut jamais être complètement satisfaite, puisque vivre en démocratie, c'est toujours réclamer des choses nouvelles qui ne seront jamais complètement accomplies. Est-ce que aussi, vous avez écrit un ouvrage, vous avez consacré un ouvrage là, à l'homme blanc qui est vraiment maintenant responsable de tous les maux du monde? Est-ce que c'est parce que pendant longtemps, on a associé l'héroïsme justement au masculin, que maintenant le masculin est tellement mauvaise fortune, mauvaise image, qu'on ne veut plus maintenant aimer les héros, parce que les héros, c'était surtout des hommes dans l'histoire de l'humanité. C'était des guerriers, c'était des hommes. Donc, c'est pour ça que maintenant, on pense plus à la victime. Oui, avec une association qui n'est pas toujours exacte, factuellement, de la femme avec la victime, parce que beaucoup de femmes se conduisent de façon héroïque. Je donne beaucoup d'exemples dans le livre de femmes. Ça va des soldates à une psychanalyste ou à d'autres qui, dans des situations difficiles, risquent leur vie pour sauver
celle d'un autre être humain. Mais oui, il y a un discrédit global qui est porté sur le masculin, qui explique aussi en partie l'élection de Donald Trump, puisque lui, il a rétabli la virilité à l'ancienne, en se tapant la poitrine un peu comme un grand primate blond. Mais il y a une crise de la masculinité qui est assimilée à la violence. Et donc, toutes les vertus qui étaient celles des hommes autrefois, c'est le fameux poème de Kipling, « Tu seras un homme, mon fils ». Toutes ces vertus sont discréditées et on pense que la compassion, le care, comme on dit en anglais, sont préférables à la protection, à la force. Mais enfin, dans les sociétés où on vit, c'est encore, jusqu'à preuve du contraire, des hommes qui sont dans la police, majoritairement, même s'il y a des femmes. Les pompiers, c'est des hommes qui se battent à la guerre. Même s'il y a des femmes maintenant, les armées sont de plus en plus mixtes, mais il n'y a que 2 pays où les femmes se battent presque à égalité avec les hommes, c'est les Kurdes, dans le Kurdistan, qui ont quand même vaincu Daesh, et en Israël, un peu aussi en Ukraine, mais donc je veux bien qu'on remette en cause le masculin, nous avons énormément de défauts, et nous avons des siècles d'oppression à expier. Mais enfin, il ne faut pas non plus déconner. Si l'humanité était privée de sa moitié masculine, ce serait beaucoup moins pimenté. La vie serait quand même moins drôle. Et d'ailleurs, c'est les femmes elles-mêmes qui l'admettent. Je crois, moi, que la culture populaire est une fenêtre dans notre inconscient collectif. Et c'est drôle parce qu'on n'a jamais autant sacralisé, idolâtré la victime. Mais regardez, tous les films qui fonctionnent auprès des jeunes, et surtout des jeunes hommes, c'est des films de super-héros. Et de Superwoman aussi. Oui, de Superwoman. Ouais. Est-ce qu'on tente de compenser par l'imaginaire? C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, c'est la victime qu'on sacralise, mais au cinéma, c'est le héros. Oui, et je pense que le cinéma a raison sur cette culture victimaire, qui est une culture des élites aussi. Des élites libérales, des élites culturelles, surtout en France. Mais je pense aussi c'est pareil ici au Québec et pareil en Amérique, enfin aux États-Unis, votre voisin. Et donc oui, parce qu'un enfant, garçon ou fille, ne peut pas grandir sans s'identifier à des personnages qui sont plus grands que lui, plus vastes, qui osent ce qui ne se permet pas. D'ailleurs, si on regarde la structure des contes pour enfants, tous les contes pour enfants nous disent une seule chose: dans une situation de danger extrême ou de difficulté, il y a toujours une sortie rendue possible grâce à la ruse ou à l'intelligence. Hein, c'est à peu près tous les contes sont comme ça. Et donc, la figure de héros ne peut pas disparaître. Et d'ailleurs, dans l'actualité, en France, nous célébrons tout le temps des gens ordinaires qui, tout d'un coup, se sont conduits de façon magnifique et ont donné leur vie ou sont morts, ou en tout cas ont risqué très, très gros pour sauver des enfants, pour sauver des gens qui se noyaient. Et si on est tous des victimes, eh bien d'abord, c'est la guerre civile, puisque tout le monde se bat pour avoir le titre. Et donc, qui sera plus victime qu'un autre? Ça, c'est quand même la grande question. Et d'autre part, une société sans héros, c'est une société totalement nivelée. Aucune tête ne dépasse. Et donc, la transmission ne peut plus s'effectuer. Vous connaissez certainement les Monty Python, le groupe d'humoristes anglais. Il y a un sketch célèbre des Monty Python qui est absolument génial. C'est 3 personnes, 3 hommes très riches dans un club privé qui boivent du scotch. Et il y en a un qui dit « Ah, vous savez, quand j'étais jeune, j'ai énormément souffert. Je devais aller dans le bois, marcher des kilomètres, aller chercher du bois. » Et l'autre dit « Ah, moi, c'est pire. J'y allais nu-pied. J'avais pas de souliers. J'allais dans le bois nu-pied. » Et l'autre dit hey, « Moi, mon père, non seulement quand je revenais avec le bois dans mes mains, avec les pieds qui saignaient, mon père me frappait, me fouettait. » Ils sont là dans un club privé avec le scotch parce qu'ils se sentent mal, honteux d'être riches comme ça. Donc, ils s'inventent un passé de souffrance pour soudainement devenir honorable et fréquentable. Ça en dit long sur notre société, ça. C'est exactement ça. C'est assez drôle. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le malheur a une grande supériorité sur le bonheur, c'est qu'il vous offre un destin. Si vous avez une vie ordinaire avec des petits chagrins, des petites peines et des petites joies, vous êtes quelqu'un sans intérêt. Si en revanche, vous avez souffert de quelque chose de terrible, du coup, vous sortez du lot et vous êtes un être d'exception. Mais alors, ce que vous dites est intéressant parce que aux États-Unis, il y a un genre qui marche très bien
et qui marche aussi en France, c'est ce qu'on appelle les misery memoirs, c'est-à-dire ces hommes et ces femmes qui racontent qu'enfants, ils ont été battus, violés, torturés, et notamment les maladies qu'ils ont eues. Et ce genre-là est très présent aussi dans la littérature française. Et en fait, ça vient du XVIIIe siècle, du roman sentimental anglais Richardson et les autres. Et déjà à l'époque, le marquis de Sade se moquait de ces héroïnes qui étaient battues, violées, enlevées, et qui s'en sortaient, qui racontaient leurs souvenirs en faisant pleurer toute la compagnie. Mais évidemment, les gens des Misery Memoirs, c'est très délicat, parce que si vous en faites trop, les gens n'y croient pas, disent que c'est une blague, et si vous n'en faites pas assez, vous n'arrivez pas non plus à les émouvoir. Et donc, mais c'est un filon très, très, très rentable économiquement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font fortune en s'inventant des frères qui les ont battus, qui les ont malmenés. Et après, il y a les procès, donc la famille fait des procès. Et le fait que ce soit un genre en vogue prouve qu'effectivement, aujourd'hui, la souffrance a remplacé le sexe dans la construction des best-sellers. Le sexe ne fait plus vendre. Sauf peut-être dans les dark romance. Il y a même des fausses allégations aussi. Oui, là, oui, des gens, là, pour, mettons, je sais pas, une comédienne de cinéma qui est très connue, etc., qui dit bah, qu'est-ce que je peux inventer pour me rendre intéressante? Pas toutes. Là. Il y a des femmes qui, effectivement, qui ont été vraiment agressées, mais il y a eu aussi, il ne faut pas se le cacher, il y a eu des fausses allégations pour se rendre soudainement intéressant ou intéressante. Là. Oui, il y a des reconstructions de faux souvenirs. C'est-à-dire que les gens s'inventent des souvenirs qui n'ont pas eu lieu, donc les parents se retrouvent tout d'un coup dans la peau de tortionnaires alors qu'ils ont été des parents ordinaires. Et puis c'est un moyen de relancer une carrière aussi. Quand vous arrivez à un certain âge et que tout d'un coup il y a un blocage ou que plus personne ne vous appelle, ça c'est très fréquent en France aussi, vous inventez tout d'un coup des liaisons qui ont été épouvantables. Et c'est une manière d'arriver sur la scène, puisque là encore la victimisation... Le souci des victimes est parfaitement honorable. Je veux dire, c'est la grandeur de notre civilisation. Mais la victimisation, c'était un moyen d'attirer l'attention publique sur votre cas et de vous sortir de la foule. Et donc, à partir du moment où vous accédez à cette marche du podium, vous rentrez dans une aristocratie qui n'est plus l'aristocratie de la naissance, ce qu'on appelait le sang bleu en Europe, mais qui est l'aristocratie de l'accident ou de la torture. Et donc, vous êtes sauvé de votre vivant. C'est une sorte de salut laïque, la victimisation. C'est très drôle parce que, justement, quand j'ai fait mon coming out sur mon cancer de la prostate, j'ai reçu soudainement des appels de journalistes qui jamais ne s'intéressaient à moi. Là, mais jamais. J'étais un méchant de droite. Je suis quelqu'un plus à droite, conservateur. Jamais il me demandait l'heure qu'il était. Et là, soudainement, elle était intéressée à moi parce que là, je devenais... C'est important parce que j'étais malade. Là, c'est comme si j'accédais soudainement à autre chose. J'étais légèrement fréquentable. Ça permettait de sympathiser parce qu'on a tous des corps fragiles, des maladies difficiles et donc... Vous dites dans votre livre, ça c'est très intéressant, à l'évidence, ce qu'une partie du mouvement féministe vise, c'est moins l'égalité qu'un traitement préférentiel. Et justement, les gens qui faisaient partie de minorités, les femmes, les gens racisés, les migrants, tout ça, on dirait que, bon, avant, ils voulaient l'égalité. C'est ce que Martin Luther King disait. J'espère qu'un jour, nous serons traités la même chose les Noirs que les Blancs. Mais là, non, c'est un traitement préférentiel, l'affirmative action, ou alors, on a vu ça ici au Québec, des offres d'emploi, des offres de promotion. Blancs, abstenez-vous, on ne veut pas avoir votre CV. Ça, c'est ouvert seulement pour les Autochtones, les LGBT, les gens racisés, tout ça. Donc, c'est pas l'égalité des chances maintenant, c'est une prime. Une prime à la victimisation. Oui, c'est ça. Alors, ça a beaucoup d'effets négatifs. Le premier effet négatif, c'est que vous êtes enfermé dans votre condition de naissance. C'est-à-dire, si vous êtes racisé, entre guillemets, parce que ce mot ne veut rien dire, selon moi, mais admettons-le, prenons-le tel qu'il est, eh bien, vous serez racisé à vie, et puis vos enfants le seront également, et vos petits-enfants. Il y a transmission héréditaire du statut de victime et transmission héréditaire du statut de bourreau. Et donc, effectivement, l'homme blanc est vu comme celui qui porte tous les péchés du monde. Et on voit les résultats que ça a eu en Amérique du Nord avec l'élection de Trump, parce que quand même une des leçons qu'il faut en tirer, c'est que Trump, non seulement a été plébiscité par la classe ouvrière, mais a
a attiré 30% des votes afro-américains et 45% des votes hispaniques. Donc des gens qui, a priori, auraient dû voter démocrate, mais qui se sentaient plutôt membres d'une nation appartenant à une minorité qu'on cajolait, qu'on flattait, mais qui partagent les mêmes difficultés économiques que les autres. Et donc, effectivement, c'est sous couleur de flatter les minorités, en réalité, on continue à les considérer comme des infra-humains à qui il faut faire des cadeaux, leur accorder un traitement extraordinaire. C'est une condescendance. C'est une condescendance, oui. Vis-à-vis ces gens-là. Oui, je pense que c'est une condescendance. Moi, homme blanc, je vais vous donner des privilèges parce Oui. que vous n'êtes pas capable de vous sortir de votre situation. Là. Alors, il y a un très bon livre d'un intellectuel qui travaille à Columbia et au New York Times, qui s'appelle John Wackwurzer, c'est un Afro-Américain, et qui a écrit un livre qui s'appelle Le racisme woke, il y a déjà 4 ans, et sa thèse, c'est qu'en réalité, le wokisme, donc qui entretient tout ce dont nous parlons, c'est la réaction des élites libérales blanches qui font semblant de concéder aux minorités un certain nombre de pouvoirs pour mieux les enfermer dans leur impuissance. Et son raisonnement me paraît imparable. Il n'est pas le seul. Il y a Thomas Chatterton Williams aussi. Il y a beaucoup d'autres. Mais Glenn Laurie aussi. Mais c'est pas un service à rendre à quelqu'un en disant la couleur de ta peau va t'enfermer, ton orientation sexuelle va t'enfermer, va te définir de A à Z. Oui, alors maintenant, donc, il faut qu'un gay se définisse avant tout comme gay au lieu d'être une personnalité comme une autre, qu'une femme ne soit que femme au lieu d'être simplement un individu singulier, etc., etc. Donc, c'est la trahison du message des Lumières qui est quand même à l'origine de nos démocraties, c'est-à-dire l'égalité de tous les humains et la capacité de chacun à s'émanciper de ses conditions d'origine, de sa croyance, de son sexe, et d'avoir la vie qu'il veut se forger. Ça s'intitule « Je souffre donc je suis, portrait de la victime en héros ». C'est absolument passionnant comme tous vos livres, Pascal Bruckner. Et j'aimerais, je ne sais pas si vous voyez dans votre boule de cristal, le wokisme. Est-ce qu'on est arrivé vraiment, je pense, au bout là, de l'aventure et que le balancier va revenir un peu plus au centre ou non, on n'a pas encore tout vu, selon vous? Le wokisme est une perversion des grands idéaux de la gauche. L'égalité entre hommes et femmes, une vie décente, la libération de tous les déterminismes. Alors je pense qu'en Amérique du Nord, vous êtes beaucoup plus avancés que nous. Donc effectivement, après ce qui s'est passé chez votre grand voisin, je pense que les woke vont s'interroger, ils vont faire ce que le New York Times appelle le soul searching, c'est-à-dire l'examen de conscience. Oui. D'ailleurs, on voit dans les derniers numéros qu'ils s'interrogent sur leurs erreurs. Mais alors, par contre, en France, on a 10 ans de retard. Donc, la gauche française, qui est en état de déshérence absolue, puisqu'elle a perdu le credo marxiste, s'est emparée avec avidité du migrant, la figure du migrant. Du migrant, du musulman. Et parce que le wokisme est né en France, il est né dans les années 70 dans les universités françaises, il a été exporté en Amérique et réexporté en France. Il a été processé, comme on dit en franglais, par les États-Unis. Donc en France, ça continue, mais il a du plomb dans l'aile, mais il explique en grande partie la crise de la gauche. Parce que la gauche, le peuple français ne marche pas dans ce genre d'explication, où on abandonne la lutte des classes pour la lutte des races. Mais c'est contraire à tout l'idéal français. Et en France, il n'y a pas de racisme libidinal. C'est-à-dire que les gens se mélangent, africains, arabes, asiatiques, français dits de souche. Les gens couchent ensemble, pour le parler un peu brutalement. Et il n'y a pas de réticence à faire ça. Donc cette idéologie tombe un peu à plat. Et à force d'accuser les Français d'être racistes, on provoque un haussement d'épaule et les gens vont voir ailleurs. C'est drôle ce que vous dites ça parce qu'actuellement, vous venez d'arriver au Québec, mais actuellement, il y a une énorme crise dans le gros parti de gauche au Québec, qui est Québec solidaire, qui est en train de se séparer en deux. D'un côté, ceux qui veulent revenir à la gauche traditionnelle qui défend les gangs petits, les travailleurs, les ouvriers, et ceux qui, au contraire, voient du racisme partout, du patriarcat partout, du colonialisme partout. Et là, il y a comme une guerre fratricide dans le parti de gauche et qui est en train cette semaine là, de se séparer en deux entre les woke et la gauche traditionnelle. Oui, c'est ce que Manuel Valls appelait les gauches irréconciliables. Mais il faut que la première gauche gagne sur l'autre parce que cette accusation permanente est absurde.
C'est vraiment, on cherche la petite bête pour rien et on ne fait pas progresser la condition des gens les plus pauvres. Le message de la gauche est avant tout une promotion économique. C'est aider les défavorisés et la sécurité sociale et toutes les lois qui ont été faites après la Seconde Guerre mondiale entre les gaullistes en France et les communistes ont quand même permis d'établir un système qui est meilleur que la guerre de tous contre tous, et c'est pareil au Québec, puisque vous avez ici des lois sociales aussi très avantageuses par rapport aux États-Unis, qui sont à côté de chez vous. Donc, oui, cette fausse gauche, cette gauche réactionnaire qui reste enracinée dans la couleur de peau, l'épiderme ou le sexe, elle doit disparaître. Elle restera évidemment à titre épisodique, mais comme un cauchemar dans lequel les élites européennes, occidentales ont plongé, pour leur plus grand malheur, parce que finalement elles vont être balayées et elles se retrouveront un jour dans les poubelles de l'histoire. Merci. Le sujet de votre prochain livre, M. Bruckner? Je ne veux pas le dire. Si, je fais une correspondance avec Éric Emmanuel Schmitt, qui est au Québec en ce moment, parce que j'ai déjeuné avec lui à midi, sur l'amour et la haine. OK. Donc c'est quelque chose qu'on a joué au théâtre tous les deux. Et ça va être très court, mais je crois que c'est très intéressant. Hâte de lire ça. Merci beaucoup, M. Pascal Bruckner. On pourrait parler merci, pendant Richard, 3 ans avec vous. Merci. Et bonne chance pour votre... Papaye, mon papaye. Pour papaye, oui. Qui vient de nous donner des nouvelles, urbi et torbi, un peu comme la fumée papale. Ah oui, il est très content. Là. Il est sorti de sa grotte. Là, pour lui, c'est le printemps, papaye. Là. Pour les hommes, c'est quand même vital. C'est quand même... Merci beaucoup, Pascal Bruckner.